création de l'écomusée il y a 50 ans, bien loin des 100 000 visiteurs qui foulent désormais les Rials de Marquez chaque année, l'espace n'est occupé que par quelques familles qui vivent de l'exploitation des pins. Comme son père et son grand-père avant lui, Guy Dubourg y est né en juin 1947. Jusqu'à ses 12 ans, il habite dans la maison de Marquez. Je suis monté souvent au poulailler, mais tout petit. J'y allais, je m'en grimpais là-haut, ma mère, elle venait me chercher là-haut, c'est risque et péril. À cette époque-là, la seule autre enfant sur le quartier est sa voisine, Suzanne, de 7 ans son aînée. On allait à la laire, oh oui. On allait chercher les champignons, oh oui. C'était le bon temps, plus que maintenant. On pêchait le brochet, avec un bout de bambou et puis un bout de ficelle et une petite cuillère, quoi. Il y avait souvent des arbres qui étaient tombés en dessus, on sautait là, sans savoir nager, hein, évidemment. Mais de ce temps-là, on ne faisait pas de bêtises, on ne faisait pas comme maintenant. Pour aller à l'école à Sabre, il n'y a pas de bus. Guy enfourche son vélo et parcourt les 4 km qui séparent Marquez du bourg. Il y avait une piste qui longeait la voie ferrée. Il n'y avait aucun moyen de locomotion autre que le vélo et les vaches. Ils allaient à la foire avec les vaches de trait. Et quand il y avait des produits de la ferme à amener, ils y allaient avec la charrette. Hein. Il n'y avait qu'un seul véhicule qui venait à Marquez, c'était la Jeep des pompiers. À cette époque, 4 familles de métayers vivent sur les Rials. Les Rials, c'est une forme d'habitat caractéristique des Landes de Gascogne, qui se compose d'un espace ouvert, éloigné du bourg, formé d'une pelouse parsemée de chênes. Une ou plusieurs maisons y sont construites avec des matériaux des environs et sont entourées par les dépendances nécessaires à ce mode de vie agropastoral, comme le poulailler ou la loge à cochons. On ne se connaissait que par les surnoms, on appelait ça. Les gentes qui s'appelaient les citrins, nous c'était les bouettes, les Dubourg, et les parages, c'était la famille Parage qui était de l'autre côté, on les appelait les dansaïres. Bouettes, c'est le soufflet. Pourquoi? Parce que c'est resté de mon grand-père, depuis mon grand-père, c'est parce que chaque fois qu'il y avait et ça s'est retrouvé dans la filiation. Dans la maison de Marquez vivent Guy et ses parents, mais aussi ses grands-parents qui s'occupent des animaux de l'exploitation. Mon frère, mon père, ma mère, Guitou, c'est-à-dire moi, mon grand-père, ma grand-mère, et Gente, le voisin. Voilà. Mon père et mon grand-père, c'était des personnalités de Sabre qui étaient considérées. La maison du bourg, c'était un havre de paix. Tous les gens de Sabre venaient de la maison. Ça, voilà. Les gens aimaient venir, même pendant les périodes de guerre. Marquez la maison du bourg était très animée parce qu'on venait aider beaucoup, à l'absence de mon père qui a été prisonnier pendant 4 ans, il venait aider, voilà, travailler dans le champ et ça ramenait des produits de la ferme. La vie est alors rythmée par les saisons et leurs récoltes, accompagnées des grandes fêtes qui réunissent tous les habitants du quartier et leurs familles. Il y avait une chose qui était très importante, c'est au niveau de la solidarité. Quand il y avait des contraintes au niveau du travail, hein, des récoltes, on se regroupait. Et au niveau des fêtes aussi, voilà, on en faisait le tour et tout ça. C'était une autarcie, mais quand même il y avait, il y avait des engueulades hein, aussi. Mais enfin, bon, c'est devant la maison de Marquez. Monsieur Parage et mon père. Pour l'étude de cochons, c'était la grande réunion où on faisait les conserves de tout. On tuait les canards. Chez Guy, là, quand il tuait le cochon, mon père y allait, il allait aider, et c'était vice-versa. Ah oui, il y avait la tuaille, après il y avait le repas, après les hommes jouaient aux cartes. Oui, c'était convivial. Hein. Au début des années 1970, c'est au tour du fils de Suzanne, Olivier Loubert, de venir jouer sur les Rials chez ses grands-parents, chez qui il passe les week-ends et les vacances. Les gens ont un peu de mal à croire qu'effectivement ce quartier a été habité. Alors, existait déjà à l'époque cette grange, où mes grands-parents élevaient les cochons, notamment. On avait 2 cochons qui étaient... donc c'était la soute du cochon. Existait aussi le four à pain. La maison de Marquez est alors en mauvais état. Mais la maison, bon, c'était un panier percé, hein. Là, quand on est parti, c'était à cause de ça. Hein. Quelques années après le départ des Dubourg, Philippe Saint-Marc, alors président de la MIACA, la mission interministérielle d'aménagement de la côte atlantique, découvre cette maison et tombe sous son charme.
Marquez va alors connaître une renaissance inespérée. L'homme qui va sauver la maison de Marquez est le premier président de la mission interministérielle pour l'aménagement de la côte atlantique, la MIACA. Promoteur d'un humanisme écologique, il souhaite une nouvelle relation entre l'homme et son environnement qu'il doit sauvegarder, mais aussi embellir. Philippe Saint-Marc voulait faire le contraire de ce qui avait été fait dans le Languedoc-Roussillon, où on s'était mis tout de suite à mettre d'énormes bâtiments à proximité de la plage pour accueillir les gens. Il s'était dit qu'il voulait commencer par l'arrière-pays. Fasciné par cette maison, il y envoie en mars 1968 le directeur du tout nouveau parc naturel régional des Landes de Gascogne. Son idée est alors de déplacer la maison vers La Bouère pour y créer un écomusée qui serait le projet phare du parc, comme le raconte Jean-Claude Aulagnier dans cet entretien réalisé en 1977. Le mot de Marquez avait été prononcé devant moi par Philippe Saint-Marc, à Paris. Il m'avait dit « Allez voir une maison qui s'appelle la maison de Marquez. Allez voir cette maison. » Et en arrivant à ça, c'est la première chose que j'ai demandé à voir. Son accompagnateur, Jean Loubert, le secrétaire de mairie de Sabre, connaît très bien les lieux. Et pour cause, son épouse, Suzanne Parage, a grandi sur l'Erial et ses beaux-parents y vivent toujours. J'y suis allé avec Loubert et je suis tombé face à cette maison, à la maison de Marquez. Et je me suis dit tout de suite, je ne sais pas pourquoi, le musée des Landes, il est ici. Mais instantanément, je dis c'est pas la peine de chercher ailleurs, il est là. Marquez a été le premier musée de l'environnement en France. Ce mot écomusée est véritablement né à Marquez. Et je pense que ça, pour moi, parce que je crois que les Landais ne sont pas tout à fait conscients de ça encore aujourd'hui, je pense que c'est important à signaler parce que Marquez, ça a eu à cette époque-là un rayonnement, une résonance mondiale. Le musée de plein air est un concept nouveau, théorisé par Georges-Henri Rivière, le fondateur du Musée national des arts et traditions populaires. Celui qui est alors président du groupe de travail de Marquez a une importance mondiale dans le développement des musées d'ethnographie. Il a fallu comprendre cette idée d'écomusée qui est de faire un musée à l'endroit même où les choses se sont passées. C'était également une nouvelle idée en France. Il y avait 2 écomusées, les Monts d'Arrée et le nôtre. C'est l'art de laisser les choses en place, tout simplement. Et montrer cette relation entre un environnement et les gens qui se le sont accaparés et qui l'ont plus ou moins transformé. Ce n'est pas forcément la nature libre. Donc le quartier nous permettait d'aborder l'histoire sociale des gens et en même temps de parler des paysages. Donc transformer un paysage en musée, je crois que c'était quand même quelque chose de nouveau. Et on a évidemment tous adhéré à fond là-dessus. Marquez, c'était pas qu'un musée, c'était une forme d'utopie, c'est-à-dire qu'on retrouvait les relations que l'homme avait entretenues avec son milieu dans le passé. Et donc là, on était en pleine période de naissance du mouvement écologiste. L'écomusée est inauguré le 30 septembre 1969. Il rencontre tout de suite un vif succès et atteint rapidement les 100 000 visiteurs par an. On a commencé à créer des embouteillages. Il y a eu un intérêt immédiat pour ce musée de plein air des Landes où non seulement on restaurait des maisons, mais aussi où l'on parlait d'un paysage. Les gens de Sabre, de la Grande Lande, venaient à Marquez avec leurs cousins, avec leur famille. Pour ces personnes-là, c'était important je ne sais pas s'il y avait de la fierté, mais c'était important de montrer ce qu'était la société traditionnelle. Et à Marquez, ils s'y retrouvaient. Sur la représentation du patrimoine ou sur les effets que les Landais se faisaient d'eux-mêmes et sur l'image qu'ils ont eue d'eux-mêmes, ça a eu des effets très positifs. Ça, vraiment, on le doit à Marquez.
On était l'époque des 30 Glorieuses où là c'était en même temps le paradoxe, l'exaltation de la modernité, donc il fallait faire table rase du passé, construire des maisons neuves dans des lotissements, remplacer les vieux mobiliers par du formica, et Marquez a complètement revalorisé ce patrimoine aux yeux des Landais, mais aussi, il faut bien le dire, aux yeux des citadins. Beaucoup de maisons ont été sauvées un peu grâce à Marquez, car les gens se sont dit, mais c'est des maisons qui ont... c'est pas uniquement des résidences secondaires. Pour sauver ce patrimoine et le présenter au public, pendant des années, une campagne de réimplantation des bâtiments anciens a été menée sur les Riales. Cet épisode a constitué un nouveau chapitre de l'aventure de Marquez. Créer un écomusée à la fin des années 1960, c'est se lancer dans un pari, fait d'hésitation, de découverte et de première fois. Après avoir trouvé le lieu idéal pour établir l'écomusée, Marquez, avec la magie de son aérial et la beauté de sa grande bâtisse, il a fallu recruter les personnes à même de déplacer des maisons. À vrai dire, j'avais la sensation, avec Marquez, que le musée de plein air que nous commencions irait jusqu'au bout. Et ça a été une certitude quand nous sommes tombés sur l'artisan Jeannot Duplay. Maintenant, il y a une route pour arriver au musée. Mais à l'époque, c'était un pare-feu, on appelait. C'était avec des ornières, il fallait voir le travail. Oh, je veux ce qu'on va aboutir. On arrive là où il y a Marquez, on voit maintenant, c'est beau. Mais à l'époque, c'était des ronces, c'était une catastrophe. Je regarde à travers les ronces, je me vois cette maison là derrière. Oh, je vois. Quand j'ai vu ça, j'en suis resté époustouflé. Je me souviens de voir tous ces colombages. Alors je m'en vais vers la façade, qu'on ne voyait plus d'ailleurs non plus, et je regarde. Oh, et puis là, j'ai eu comme un déclic. Je me dis, nom de Dieu, là, j'ai ta chance, en moi-même. Le travail de la restauration de la maison de Marquez commence alors, avant l'autre grand chantier, récupérer des maisons typiques de la Haute-Lande pour les installer sur l'écomusée, comme l'explique Georges-Henri Rivière dans cet entretien réalisé en 1977. Ce théoricien du concept d'écomusée est alors le président du groupe de travail sur Marquez. Mais on va reconstituer autour de chaque maison toutes les dépendances qu'elle doit avoir, aussi bien dépendances de fonctionnement, enfin, comme le four à pain, que dépendances d'exploitation. Au lieu d'acheter tout coup à coup, on s'est dit on va faire un plan. Il faut avoir 130 hectares, il faut y arriver, et puis il faut tel ou tel type de maison, en prenant les plans comme base. Là où les maisons sont, tant mieux, on les utilise. Là où il n'y en a pas, on en trouve d'analogues, d'un milieu analogue que l'on transporte dans un milieu qui est leur propre, n'est-ce pas, un milieu qui est maintenant un milieu secondaire, mais qui est quand même leur milieu historique reconstitué. Notre idée, c'était de reconstituer cet ensemble-là comme témoignage d'un certain mode de vie, d'un certain temps aussi. On est figé, c'est vrai, sur la fin 19e. Pour réaliser toutes les transplantations, un étudiant architecte, Georges Cordier, est envoyé pendant plusieurs semaines en Hollande pour étudier les techniques de transfert de bâtiments. La première étape consiste à faire des plans. Alors ça, c'est l'arrière de la maison, et toujours pareil, avec le repérage de mes bois, partout. Ces relevés devaient être un peu de la même nature que ceux que pratiquent les archéologues, c'est-à-dire une précision absolue, puisque l'idée c'était, si jamais ces maisons devaient être démontées et reconstruites, ou même restaurées, c'était de les restaurer avec leurs qualités et leurs défauts. C'est-à-dire leur déformation dans les façades, dans les plans, tout en conservant bien entendu la solidité nécessaire à une bonne structure, bien entendu. Au total, les 2/3 des bâtiments présents à Marquez ont été transférés. Mais le tout premier à avoir été réalisé, celui de la maison du mineur,
est l'un de ceux qui a le plus marqué les esprits. J'ai pensé que la maison Le Mineur, par exemple, que François Monniot m'avait montré un soir dans les lumières des phares de la 4L de fonction, il me dit, bon, mais tu vois, on va la démonter, on va la remonter. Alors, j'ai expliqué que cette maison, c'était notre Parthénon. Le Parthénon, c'est un bâtiment tout à fait important sur le plan architectural. C'est un des fleurons de l'architecture classique. Eh bien, la maison Le Mineur, c'est le Parthénon de la Grande Lande. Ça, c'est ce que j'ai découvert, moi, au démontage. Personne ne savait que ça y était. C'est le nom et la date, 1772, la maison. C'est quand même la plus vieille maison qu'on puisse avoir, d'autant plus qu'elle était complètement délabrée, à la veille de se détruire, et qu'il a fallu, il y avait je ne sais quelle forge qu'on avait installée là-dedans, et que la forge était elle-même abandonnée, et que tout ça vraiment était une sorte de branle-bas de poteaux qui était prêt à s'effondrer, alors que c'était un chef-d'œuvre, n'est-ce pas? Mais grâce à ce hasard incroyable qui m'est arrivé, hein, un jour que j'étais ici sur les Riales et que j'ai vu un vieux monsieur dans un coin qui regardait la maison, je dis, tiens, vous connaissez ça? Et comment? Mais moi, je l'habitais, cette maison. Et que, comme ça, on est retombé sur le mobilier, qu'on a pu récupérer une partie des meubles de la maison. Cheminer à Marquez, c'est voyager dans l'histoire. Et pour faire ce bond dans le passé, le voyage en train est un excellent moyen. Les millions de visiteurs qui sont allés à Marquez depuis sa création le connaissent bien. Il émerveille les petits et permet à leurs aînés de retrouver les joies de l'enfance. Le train mettait les gens en condition. C'est 3 ou 4 kilomètres en train où ils passaient à travers la forêt, ils ne voyaient rien d'extraordinaire, bien entendu. Mais ça, il y avait les odeurs de la forêt, cette façon de couper avec la vie de la voiture, de la vie ordinaire, ça a été une coupure bienfaisante et une des raisons pour lesquelles les gens revenaient. Créée en 1890, cette ligne de 43 km reliait Sabre à Mimizan en passant par la Bouère. Jusqu'à la crise économique des années 1930, 2 trains transportent chaque jour les voyageurs et les marchandises. Le déclin est accéléré par le lancement de lignes d'autocars qui entraînent en 1950 l'arrêt complet du transport de personnes. Le coup de grâce sera lié aux grands incendies de 1949. L'abattage rapide des pins brûlés entraîne en effet la raréfaction du bois et en conséquence la fermeture des usines des environs. Le dernier train de marchandises passe à Marquez le 1er juillet 1969. Mais cet arrêt n'est que de courte durée. 2 mois plus tard, avec la création de Marquez, l'activité renaît. Dès le début, c'était une association de bénévoles, l'association bordelaise des Amis des chemins de fer Réels et Modèles, qui a remis en circulation ce train, et dès le début, ça a été le seul moyen d'accès. Ce sont des passionnés qui venaient en mobilette depuis Pau ou qui venaient depuis Bordeaux en voiture pour faire fonctionner le train le dimanche. Oui. Ces passionnés ont sauvé in extremis des voitures du train de Palavas-les-Flots datant du début du XXe siècle qui partaient à la destruction. 2 locomotives de 1903 et 1932 sont également en service, ainsi qu'un des premiers autorails, construit en 1935 par de Dion-Bouton. On a récupéré même une locomotive qui a été amenée au débarquement en 1944, qui appartenait à l'armée américaine. Bruno Liénard, bénévole de l'association, conduit alors les locomotives tous les week-ends avant d'être embauché en 1976. Une carrière sur les rails, c'est une montagne d'anecdotes à raconter qui sont parfois salissantes. La ligne, elle avait plus de trafic que certaines lignes SNCF. Il y a des pannes idiotes, embêtantes. Il y a eu des fois où je me demandais, en me couchant le soir, comment j'allais faire tourner les trains le lendemain. Il y a eu des réparations à faire dans les chaudières. Bon, c'était souvent le lundi matin, j'avais des réparations à faire. Vous voyez, quand on arrive avec un bleu propre, à 10 h du matin, le lundi, on est noir de la tête aux pieds.
Même le slip était noir parce que c'est fin, la poudre la suie de charbon. Le trajet est court et pourtant aucun voyage ne se ressemble. On connaît la ligne par cœur, mais il y a toujours quelque chose. Moi, j'aimais bien regarder les nuages. On essaye de détecter le chevreuil qui va passer. J'ai vu une tortue un jour traverser la voie. L'anecdote que je raconte pas souvent, hein, c'est que j'ai failli laisser partir le train tout seul. J'étais en train de désherber. Les rampes d'arrosage sous le wagon, il y en a une qui s'est bouchée. Donc je suis descendu de la machine et pendant ce temps-là, le locotracteur s'est accéléré. Et il a fallu que je cours après pour le rattraper. Je l'ai attrapé du bout des doigts. Je peux vous dire que si le train était parti tout seul, il allait dérailler après Marquez, j'aurais eu des comptes à rendre. Il arrive. S'il ne conduit plus les trains, Bruno Liénard les entend encore chaque jour dans son jardin. On a posé ce qu'on appelle des poteaux siffleurs de chaque côté de passage à niveau et on a l'obligation de klaxonner. Bon, ça fait du bruit, mais ça fait partie du folklore aussi. Et alors quand vous avez des scolaires qui sont dans le train, vous avez un hurrah à chaque klaxon. C'est amusant, c'est des souvenirs. Durant sa carrière, Bruno Liénard aura parcouru 800 000 km sur cette ligne et transporté 2,5 millions de passagers. Pour lui, comme pour des dizaines d'autres, animateurs, historiens, charpentiers, conservateurs, Marquez a été l'aventure d'une vie de passion, une vie d'échange, une vie de fierté enfin, d'avoir contribué, chacun à leur manière, à réenchanter ses lieux.